Tout d'abord, on tient à remercier Fatim Zahra et moi-même Zaya Rahmani pour son invitation, l'organisation de ce colloque, et puis principalement pour avoir accepté qu'on fasse cette présentation à deux voix, Fatim Zahra et moi-même. On remercie également Florence Duchemin-Pelletier pour sa coordination dans la préparation du colloque. On va proposer une intervention en deux parties qui sont complémentaires et qui veulent défendre une approche transversale de trois revues culturelles marocaines au Maroc, Maghreb Art, Souffle et Intégrale, pour notamment comprendre la constitution d'un champ de connaissances et également la constitution d'une scène alternative. Donc on abordera dans un premier temps, Fatim Zahra, les prémices d'une constitution d'un champ documentaire et critique à travers l'exemple notamment de la première revue Maghreb Art, en tirant quelques lignes de fuite vers les deux revues Souffle et Intégrale. Puis dans un deuxième temps, j'aborderai comment l'espace éditorial, en tant qu'espace public, favorise la constitution d'une scène alternative. Oui, excusez-moi. Alors effectivement, les revues, celles qui sont citées, mais effectivement notamment, Maghreb Art, à partir de laquelle je commence la présentation, constituent le lieu des premières mises en récit d'une histoire de l'art. Elles ont contribué pendant les années 60 et 70 à l'écriture d'une histoire de l'art de la période coloniale et post-coloniale. Je pense que le fil est arrivé à... Ah, ok. Je vous en prie. Donc elles ont contribué pendant les années 60 et 70 au Maroc à l'écriture d'une histoire de l'art de la période coloniale et post-coloniale et à la construction d'un champ critique et documentaire qui se présente en fait comme un champ de connaissances labile qui s'est constitué dès les années 60 en marge du cadre institutionnel et académique instauré par l'administration coloniale française, mais aussi indépendamment de l'alliance avec la critique d'art, l'entité musée ou l'université qui était alors inexistant. Son mouvement de construction enregistre différents moments de cristallisation qui vont apparaître au gré de son dialogue à travers ses propres objets, soit la recherche et l'enseignement, les collections, expositions, mais pratiques patrimoniales et historiographiques également, mais dialogue aussi avec ses disciplines voisines telles que l'histoire, la littérature, la sociologie, l'anthropologie ou l'archéologie. Le premier moment remonte aux années 60, donc dans le contexte de la pédagogie de l'art, et là on est au sein de l'École des Beaux-Arts de Casablanca. Et ce qu'on voit à l'écran derrière vous, en fait, c'est une image de Tony Marini, professeur d'histoire de l'art, mais qui est donc à la fois historienne de l'art et anthropologue, en charge du premier cours d'histoire de l'art dans le cadre de l'École des Beaux-Arts de Casa, de 65 à 72. Et c'est une image particulièrement éloquente, avec Tony Marini prise dans ce geste rhétorique, et en arrière-plan, en fait, la carte de l'Afrique, qui annonce quelque chose de totalement en rupture avec la manière de considérer l'histoire à l'époque, à savoir s'ouvrir. Bon, ça annonce à la fois une reprise de soi par la connaissance, l'apprentissage d'un art ancré localement dans le territoire du Maroc, mais de l'Afrique, et donc également cette ouverture sur le continent, qui est traversée de métissage, de transferts culturels transméditerranéens. Et ce qui est original dans l'approche de Tony Marini, en fait, c'est qu'elle est la seule, ou en tout cas la première à l'époque, à instruire sa pensée véritablement des découvertes archéologiques qui vont prouver justement au tournant des années 60 l'existence d'un passé commun qui remonte à très très loin, contrairement à ce que la majorité des ouvrages rédigés sous le protectorat vont énoncer en fait. Donc la formation de l'histoire de l'art comme champ de connaissances ne peut être envisagée sans tenir compte de l'émergence d'un enseignement anti-académique de l'art, dont le groupe des artistes et enseignants de l'École des Beaux-Arts de Casa, au milieu des années 60, à partir de 64, quand ils vont être regroupés, constitue un exemple emblématique. Pourquoi ? Selon moi, parce qu'il donne à voir d'abord une complémentarité des expérimentations visuelles et théoriques, mais également une réciprocité entre les modes d'accomplissement de la modernité artistique et ses modalités de fixation, ou plutôt les modalités de fixation de son histoire. Dans ce contexte, l'histoire de l'art apparaît spécialement redevable du combat pour la valorisation du patrimoine artistique, soit-il populaire et traditionnel, qui est considéré autant comme vecteur de modernité que moteur d'une dialectique temporelle entre avant-garde et tradition. C'est justement cette dialectique temporelle qui constitue la spécificité de la modernité artistique marocaine et qui s'annonce en fait à l'époque déjà comme potentiellement opérante, à la fois pour critiquer une histoire de l'art fléchée téléologique, mais aussi pour forcer la reconnaissance d'une modernité alternative, en annulant la question de cet art est-il moderne au marocain au profit de comment être moderne et marocain à la fois.
Je vais passer rapidement sur cette diapo, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais ce qu'on voit en fait, c'est les premières manifestations du type de pédagogie mise en place, vu que c'est un élève qui est en train de faire une œuvre in situ dans la galerie de l'école des Beaux-Arts de Casa, qui se situe dans le parc en face de l'école. Donc elle va symboliser à la fois la sortie physique de l'institution, de l'enseignement académique tel qu'il était formaté par l'administration coloniale, mais aussi la sortie symbolique du musée, avec un accrochage qui n'est pas de rue, comme on le verra tout à l'heure avec Maud de manière plus affirmée, mais quand même à l'extérieur de l'enceinte de l'école, ce qui est important à souligner. Ce projet pédagogique met en œuvre une première entreprise historiographique qui suggère de rejoindre le degré zéro de l'histoire de l'art, c'est-à-dire l'expérience indifférenciée entre art majeur et mineur, haute, basse culture, mais aussi entre différentes catégories institutionnelles et traditions iconographiques, et d'en faire le lieu à partir duquel on peut écrire une histoire de l'art qui vise notamment à rétablir là où les généalogies entre peinture et production artistique traditionnelles et populaires. C'est ainsi qu'on voit apparaître un paradigme à la longévité relativement durable. En fait, elle se prolonge depuis Maghreb Art jusqu'à Souffle et Intégrale. Et ce paradigme est l'agent d'une double émancipation dont les artistes du groupe sont les premiers acteurs. D'une part, émancipation de la représentation par rapport à la tutelle des beaux-arts telle qu'elle était enseignée, mais également émancipation par rapport au récit canonique de la modernité, en faisant collaborer ces temporalités assez contradictoires. On va supposer un dépassement de la logique progressiste de la modernité, mais en même temps annuler le mythe de l'origine, selon lequel, en fait, la peinture de Chevalier, l'adoption de la peinture de Chevalier signerait l'acte de naissance de la peinture moderne au Maroc. Bon, ce paradigme est théorisé dans Maghreb Art. On vous propose la couverture du premier numéro avec un tapis ici, ce qui est très représentatif de l'enseignement au sein de l'école des Beaux-Arts, vu que dans un geste symbolique, les artistes vont en fait déplacer le buste antique et accrocher un tapis à la place. Voilà, donc Maghreb Art qui est placé sous la direction éditoriale du groupe de Casa, de Tony Marini et de Bert Flint également, personnage dont Maud vous parlera plus en détail tout à l'heure. 3 opus uniquement, de 65 à 69, et dont la naissance est motivée par une double exigence qui est à la fois de produire des savoirs théoriques, mais aussi de documenter certaines formes artistiques vouées à l'oubli. Donc on est à la fois sur un support pédagogique, mais aussi une archive visuelle. Et là, une planche que je trouve très intéressante, où on met en œuvre véritablement par l'image, en fait, ces notions de pédagogie, mais de traduction, et c'est intéressant de voir là, parce que j'aimerais rebondir sur toute cette question de traduction, translation, transposition, on en a beaucoup parlé dans le cadre de la langue, et voir comment ici, en fait, la question est abordée par le langage, celui des formes, qui abolit ces dichotomies entre français et arabe, qui évidemment séparent les milieux artistiques et intellectuels à l'époque et aujourd'hui encore, et on voit véritablement se construire, en fait, et prendre forme presque de manière tangible, en fait, cette contradiction entre les temporalités de l'avant-garde et de la tradition, et imaginer comment les artistes, en fait, ça leur tenait à cœur de trouver des solutions formelles véritablement pour l'articulation de ces régimes de temporalité, autant que pour la traduction formelle d'un langage traditionnel, en l'occurrence ici la calligraphie, vers quelque chose de plus abstrait, plus schématisé, plus géométrique. Et évidemment, toute la force en fait, pédagogique et rhétorique de l'image qui fait écho à un principe fondateur de la revue et de l'école des beaux-arts, qui est celui de l'éducation visuelle collective. Donc l'image rejoint évidemment toutes les classes sociales et voilà. Je vais conclure rapidement en disant en fait que Maghreb Art jette les bases d'un nouveau récit en mesure de contrecarrer les narrations dominantes, et c'est un travail de subversion qui commence par l'élargissement du cadre temporel et géographique. Cet élargissement consiste d'un côté à opposer une longue séquence historique aux chronologies atrophiées que présentent les ouvrages du protectorat, mais aussi d'engager la question du Maghreb. Et ce recadrage indique le double enjeu de cette revue, à savoir d'une part démontrer l'existence d'un passé artistique auquel les pratiques contemporaines peuvent se raccorder, mais considérer aussi ces transferts culturels qui vont vraiment travailler à la fois les rives de la Méditerranée sud, mais l'Europe de l'autre côté de la Méditerranée aussi. C'est important de le noter parce que c'est un moment où le marqueur identitaire est très très fort, et Maghreb Art en fait prend acte de la dispersion vraiment dans la constitution de l'identité, comme le fera Khatebi plus tard avec ses théories post-structuralistes bien sûr, surtout à travers Souffle, mais on le ressent beaucoup dans Intégrale aussi.
Ce faisant, Maghreb-Art crée les conditions de réception de pratiques artistiques novatrices en nouant l'acte d'écriture de l'histoire avec celui de la création, renouvelant le rapport entre temps de l'histoire et temps de l'art. Et là, c'est un travail qui façonne le terrain à la formation et à l'exercice d'une pensée historiciste qui va se déployer pleinement au sein des revues culturelles, Souffle et Intégrale, sous la forme d'une histoire du temps présent. Et là-dessus, je cède la parole à ma collègue. Merci Fatima Zahra. Oui, donc moi je vais revenir sur un certain nombre d'allers-retours entre l'espace symbolique, qui est celui de la plateforme éditoriale, et l'espace physique de l'expérimentation artistique, qui sont, donc, selon mon hypothèse, à prendre en compte dans la constitution d'une scène alternative au Maroc. L'espace physique, c'est celui qui incarne la collectivité dans les sites citadins et ruraux. Il sert de réceptacle théorique et plastique à la scène artistique des années 60 et 70. L'espace symbolique du discours, quant à lui, doit rendre public son champ d'action s'il veut concrétiser ses théories. L'investissement des lieux de collectivité, qu'ils soient encore une fois citadins ou ruraux, devient une nécessité vitale pour les artistes, dont les pratiques émergentes ne satisfont plus des salons et des foires étatiques. Ils rejettent les modèles institutionnels et ce nouvel espace physique va incarner pour eux un champ des possibles, tant sur le plan plastique que théorique, permettant à la scène artistique de se constituer en tant qu'alternative de l'art officiel. Donc je vais discuter ici plus particulièrement de 3 expérimentations dans l'espace physique qui sont documentées dans les revues, donc Maghreb-Art, Souffle et Intégrale, et qui sont ramassées sur un cadre temporel réduit de 3 ans, mais qui témoignent néanmoins de l'apparition de voix discordantes autour des lieux de collectivité, l'espace public et leur théorisation. Le premier exemple dont je vais parler, il a été publié dans la revue Maghreb-Art, le numéro 2 et le numéro 3, respectivement publiés en 1966 et 1969. Le deuxième numéro de cette revue, le numéro 2 de la revue Maghreb-Art, il affirme d'emblée l'art populaire en tant que réalisation artistique à part entière, permettant de créer un lien entre des productions séculaires, voire proto-historiques, et la production contemporaine. Je prendrai notamment pour appui un long article de Bert Flint, dont Fatima Zahra a parlé tout à l'heure, qui est un anthropologue hollandais, touche à tout, qui est arrivé au Maroc en 1963 et qui habite encore au Maroc aujourd'hui. L'article est intitulé « Caractéristiques des arts populaires au Maroc ». Bert Flint, dans cet article, il revient sur les lieux de production d'objets et leur impact sur les espaces collectifs. Il distingue 2 catégories. Le rôle de l'artiste populaire, celui qui est à la source d'images référentielles, qu'on voit sur cette diapositive, produisant une image idéale de la communauté, qu'il distingue de l'artisan, qui est celui qui reproduit les images et les signes. Ces référents visuels, donc on voit encore une fois ici sur cette planche, ils forment un ensemble d'images, je le cite, transhistoriques, traversant les époques, à portée universelle. Ce vocabulaire de forme et de symbole, forme et symbole, c'est un autre concept phare chez Bert Flint, il renforce le récit des origines et l'affirmation d'un art abstrait à la fois local et universel. Bert Flint note également l'absence de représentation du pouvoir dans ce vocabulaire iconographique, dû au manque de voies de communication reliant le pouvoir centralisé aux régions excentrées. Et ce qui pourrait expliquer notamment la volonté de filiation de la scène alternative à ce type d'image. À la fin de son article, Bert Flint annonce une découverte particulièrement importante, qui est celle des plafonds peints, des mosquées et des maisons privées du Haut Atlas et de l'Anti-Atlas, qu'on voit ici en haut de la planche. Donc cette découverte est particulièrement importante. Il l'annonce dès le numéro 2, il dit, je cite, « La peinture de ces plafonds doit d'ores et déjà être considérée comme du plus grand intérêt pour l'histoire de l'art du Maroc et peut-être de l'histoire de l'art tout court. » Donc l'iconographie de ces plafonds, elle nous est révélée seulement 3 ans plus tard, dans le 3e numéro de Maghreb-Art, paru en 1969, avec un traitement éditorial radicalement distinct. Le numéro est majoritairement iconographique, visuel. L'objet collectif acquiert une nouvelle fonction dans ce numéro, celui de document historique. Si Bert Flint insistait sur le rôle de l'objet dans la communauté et son influence sur les lieux collectifs, on peut le citer, les mosquées, les zaouïas, le cercle familial ou les marchés, au sein d'une territorialité spécifique, la note, rédigée cette fois-ci par Mohamed Melehi, insiste sur le rattachement de ces productions à l'art marocain en général, je le cite. De nouveaux rapports esthétiques définissant les productions locales, en se basant sur un langage universel, se mettent en place, délaissant le particularisme et l'anonymat de l'artiste populaire, qui étaient 2 concepts importants mis en place par Bert Flint dans le numéro 2.
Je voudrais continuer avec une autre exposition dans l'espace public, qui est une exposition intitulée Action plastique, qui a pris place à Jemaa el-Fna, à Marrakech, en 1969, et qui est documentée dans le numéro 13 et 14 de la revue Souffle. Ce qui est intéressant, c'est que le traitement médiatique de cette exposition, il est relativement semblable à celui de Maghreb Art numéro 3, notamment dans l'importance de l'espace public en tant que lieu de diffusion de discours. Il y a 2 prises de vue qui accompagnent cet article, ce qui est quelque chose de relativement rare dans une revue comme Souffle avec un budget réduit. L'accent est mis sur la réalité sociale du lieu. Notamment sur cette image, on voit des voies de communication, des grands taxis qui attendent peut-être leurs clients et qui relient la ville à la Médina, avec une fonction commerciale également. Et puis, sur cette image, on insiste sur la réception des œuvres par le public. La photographie est légèrement en contre-plongée, elle immerge les pratiques artistiques dans le quotidien. On voit un vélo qui sort du cadre, on voit des enfants qui jouent, un homme qui transporte divers biens marchands, etc. L'article, cependant, il est presque entièrement consacré à la prise de parole du groupe de peintres. Je vous ai mis ici une partie du manifeste, et révèle le caractère historique de ce qui sera qualifié a posteriori de manifeste. On parle, je cite, de première exposition en dehors des galeries dans l'histoire de la peinture moderne au Maroc. Le manifeste s'appuie sur une appréhension globale de l'exposition, qui peut être perçue de près ou de loin, mais en fait surtout de loin, des autobus, des boutiques allant ou revenant de leur travail. La plage Jemaa el-Fna, qui, on peut le rappeler, est un temple de la mémoire orale et des spectacles de halqa, il cristallise la portée sociale de l'art, impliquant la collectivité dans son ensemble. Ainsi, l'accessibilité aux œuvres devient le motif par excellence de rupture avec les salons officiels. Le manifeste insiste sur l'interprétation du régime, du symbolique et du physique. Je cite encore une fois le manifeste. « Les œuvres subissent les mêmes variations atmosphériques que les gens, que les murs, que la place entière. L'espace public, il devient ainsi, historiquement, le lieu d'affirmation par laquelle la scène alternative se constitue. » Je vais finir enfin par une dernière exposition dans l'espace public, qui est une exposition intitulée « Présence plastique dans les lycées », qui a été publiée dans le numéro 1 d'Intégral en 1971. Donc ce premier numéro de cette revue, il consacre un article à cette exposition, qui est aussi une action, Présence plastique dans les lycées, qui a lieu dans 2 établissements de la ville de Casablanca. Ce sont 2 établissements publics, les lycées Mohamed V et le lycée Fatem Zahra. L'exposition s'associe ainsi au cycle d'exposition dans l'espace public Présence plastique, dont on vient de voir l'action inaugurale à Marrakech en 1969. Donc l'article il se compose d'un court texte décrivant l'action et il reprend également certaines réactions des étudiants que je vous ai mis ici dans cette planche. Excusez-moi. Sur cette image, la prise de vue plongeante, elle nous situe au cœur de l'action. Les œuvres sont adossées le long du mur, on insiste sur le processus de monstration. Les élèves débordent du cadre et ils produisent un sentiment de collectivité où en fait il est potentiellement marqué que l'école dans son ensemble prend part à l'initiative. Cette fois-ci, la vue de l'accrochage final nous renseigne sur l'intention curatoriale, très en hauteur dans la cour centrale, comme on peut le voir, au-dessus du niveau des portes. Les œuvres dominent les élèves et deviennent des modèles pédagogiques à part entière. Je cite l'article « Nous avons besoin de corriger leur perception », annonce le texte de l'exposition. Le traitement de la prise de parole des étudiants est sensiblement similaire. Donc certains sont enthousiastes, il faut soutenir une telle manifestation, c'est important pour nous. D'autres s'interrogent. Je voulais des explications, je fus déçu. Je ne suis pas formé pour apprécier cette peinture. Les entretiens, ces extraits dont on peut interroger cependant l'objectivité éditoriale, elles témoignent d'une prise de conscience commune et d'un sentiment d'urgence à charge majoritairement contre les institutions. Manque d'accessibilité aux espaces culturels, absence d'un enseignement artistique, valorisation d'un patrimoine local, centralisation de la culture. Excusez-moi. Donc une approche comparative de ces documents peut nous servir à définir les prémices d'une scène alternative en train de se constituer. Implication de l'artiste dans la société, prise en charge de la patrimonialisation de productions qui sont locales, ignorées et ou méprisées, partage des connaissances publiques, critique des institutions, etc. Mais on remarque également l'émergence de certains cadres normatifs définissant les pratiques artistiques et qui peuvent encore d'une certaine manière être actifs aujourd'hui. Ces prémices, elles vont pouvoir ainsi nous aider à dessiner des caractéristiques communes que l'on retrouve dans des événements plus proches de nous,
Je voudrais notamment citer, pour finir, 2 expositions dans l'espace public, celui des fresques murales organisées à l'hôpital psychiatrique de Bereshit en 1981, ou encore le festival du Moussen Dassila, créé en 1978 et qui est encore opérant aujourd'hui. J'ai fini. Bien. Est-ce que vous avez des questions, des interventions? Quelques-unes. Bon, moi, j'ai peut-être quelques commentaires ou des pistes de réflexion. Ah, donc, on va laisser la parole à la salle. Laissons 2 minutes aux gens le temps de lever la main. Ouais. Moi, j'en ai une aussi. Allez-y, allez-y. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier ces 2 interventions qui montrent bien en même temps à la fois les frontières, en fait, toujours de cette question qui est revue critique et culturelle, revue politique et revue d'art et on va dire tel que vous l'avez énoncé là, c'est-à-dire qui vient témoigner d'une vie intellectuelle qui, je trouve, n'a pas cessé. Donc j'étais ravie de voir les documents que vous nous avez présentés là et je me souvenais à l'instant même par rapport à ce que l'on fait ici à l'INHA depuis ces 2 jours et je pensais à cette phrase de Geertz, Clifford Geertz, qui n'a pas cessé en fait de pointer la question du native point of view et il me semble que c'est au Maroc, surtout au Maroc, pendant 5 ans, qu'il a élaboré cette conception anthropologique, on va dire, et il le dit clairement. Hein, et quand je voulais juste vous remercier de ces documents parce qu'il me semble que encore à Casa, par exemple, le festival Marche est un peu comme le continuum de ce que vous venez de montrer. Donc, je vous remercie vraiment par ces documents de nous montrer aussi quelque chose qui est spécifique aussi à une région. C'est-à-dire que les écoles qui ont été Casa et Tétouan ont fondamentalement inscrit une dynamique par rapport à l'espace public que l'on retrouve à la fois dans les travaux qu'a pu faire Darcy, mais encore aujourd'hui le festival qui s'exerce place Jamal Fna au Maroc. Voilà, je voulais juste vous remercier pour cela et je voulais vous demander aussi concernant l'Égypte une question parce qu'on a beaucoup trouvé de documents de langue française, hein, beaucoup de revues sont de langue française en Égypte, alors qu'on pourrait dire que la prégnance coloniale est plutôt de langue anglophone. Alors, est-ce que vous pensez que le choix il est arbitraire, politique, volontaire, ou parce que l'élite était nécessairement pour se distinguer d'une élite anglaise, alors qu'elle était quand même une élite qui n'était pas nécessairement anticolonialiste. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison de la forte présence des revues de langue française en Égypte? Voilà. Après, je pense que pour ce qui concerne ce que vous avez présenté, Souffle et autres, il y aura d'autres questions à mon avis, donc je vous les pose pas, mais je vous remercie beaucoup de cette articulation. En plus, c'est très intéressant d'articuler la question du musée, de la pratique artistique, de la sémiologie. Enfin voilà, je vous remercie vraiment d'avoir proposé ce binôme, parce qu'on comprend mieux en plus dans la manière dont vous le présentez ce que ça signifie politiquement et intellectuellement. Voilà. Question peut-être. Et ces travaux de récolte des traitements que nous saluons est celui du Centre d'études d'Alexandrine basé à Alexandrie. Et effectivement, il y a beaucoup de presse francophone. Moi, je dirais surtout parce que le français en Égypte, c'était une sorte de lingua franca qui regroupait pas que l'élite, mais la majorité de la population cultivée égyptienne et résidant en Égypte, mais venant de tout pays méditerranéen, je dirais. Ça avait une portée politique parce que on choisissait aussi de parler français pour aller contre la domination anglaise, mais je dirais surtout parce que même si l'élite était polyglotte entre le grec, l'italien, l'anglais, bien sûr, le français réunissait un peu tout le monde. Je voudrais rappeler, comme vous dites, beaucoup de la presse
égyptienne était francophone, il y a eu aussi évidemment de la presse italophone et riche, c'est la presse en langue grecque en Égypte. Donc pour ça, espérant que les projets du CALEX s'ouvrent aux autres presses allophones d'Égypte et de la Méditerranée. C'est un projet en cours en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est par rapport à ces revues égyptiennes, j'y connais rien, mais ça m'a interpellé. La question de la jeunesse, en fait. Moi, par rapport aux années dont vous parlez, c'est quand même les années où il y a toute une jeunesse et toute une nouvelle génération qui tend à s'inscrire en rupture avec les générations précédentes. Ma question, elle est la suivante, c'est est-ce qu'il y a un véritable discours sur, je sais pas, le rôle de la jeunesse comme avant-garde artistique, culturelle, et si évidemment il y a toute une interrogation autour de ce que peut être une nouvelle forme d'identité de cette jeunesse qui est, si j'ai bien compris, polyglotte et ouverte sur le monde. Oui, le débat sur la jeunesse parcourt beaucoup des œuvres de la période et on retrouve les thèmes régulièrement dans la presse francophone et italophone d'Égypte. Le problème qui s'est posé à ce moment, c'était l'oisiveté de cette jeunesse cultivée et la nécessité donc d'un engagement que beaucoup ont instrumentalisé, on peut dire, vers un engagement politique ou avant-gardiste, comme le cas du groupe dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un thème très, très débattu, effectivement, oui. Moi, j'aurais une question pour Maud et Fatima à propos de la deuxième photo que vous avez montrée sur les expositions. Ah oui, ok. Et je ne sais pas si vous... Il y a ça et puis c'est l'autre. Non. Il y en avait une autre. Oui, il y a celle-là et puis il y en avait une autre à la fin. Oui, voilà. Et est-ce que c'est la même exposition? Oui, c'est la même exposition. Et parce qu'il me semble que c'est sur l'accrochage, justement, parce que vous avez... Et... Oui, c'est la même... En tout cas, c'est le même cycle d'exposition qui s'appelle Présence plastique. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la façon est-ce que vous peut-être ce n'est pas vraiment central sur la discussion de revue, mais peut-être à la façon dans laquelle les événements éphémères qui regardent le monde de l'art sont représentés dans les revues, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez... Parce que ça m'interpelle. Il y a dans une photo, les peintures sont toutes là, oui, sur le sol, ouais. Et l'autre, ils sont très hauts, comme vous avez dit, avec une signification spécifique. Oui, donc en fait, cette exposition qui a eu lieu dans les établissements publics à Casablanca, Mohamed V et Fatim Zahra, c'est en fait à prendre en compte dans un cycle plus général d'exposition dans l'espace public, qui est en fait, qui sont toutes réunies sous cette appellation de présence plastique. Il y a eu présence plastique à Marrakech sur la plage Jamaïfna, et puis la même année, ils ont fait la même chose sur une place publique à Casablanca, qui est une exposition qui est très peu documentée, on n'a presque pas d'images. Et puis ça continue avec ce cycle-là, présence plastique dans les lycées, 2 ans plus tard. Ensuite, par rapport à l'accrochage, moi, ce qui m'a intéressé, c'est cet accrochage qui est très en hauteur, qui est assez surprenant. Peut-être ça peut être expliqué par le lieu physique, l'espace physique, parce qu'effectivement, il y a ces portes qui gênent un peu l'accrochage des œuvres, mais en même temps, elles deviennent aussi des images, des modèles pédagogiques ou des images, pour reprendre plus le terme de Fatim Zahra. L'accrochage du salon. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est aussi...
Si vous n'aviez pas l'autre photo, mais c'est probablement ce que vous dites, c'est les parce que dans l'autre photo, au contraire, ils sont sur les sols. Là, je pense que l'accrochage, il est tout simplement en train d'être réalisé. Ah, ok, ça, c'est pas un accrochage, c'est avant non, de l'être... ça montre le processus, en fait. Ok, non, j'avais considéré que c'était la même exposition avec un accrochage différent. Non, là, je pense qu'ils sont en train de monter les œuvres, on voit l'escabeau. Oui, mais c'est quand même... Ouais. Mais c'est intéressant qu'ils aient choisi justement de documenter le processus. Oui, qui est très rare et qui est une des choses que des fois on retrouve que dans les revues, parce que l'accrochage c'est aussi une partie très importante. J'ai une question. Pardon, excusez-moi, c'est bon? Ah, autant pour moi. Bonjour. Merci beaucoup pour ces interventions passionnantes. Et comme ça, un peu rétrospectivement, intuitivement, je me dis finalement, c'est intéressant de comparer ou de mettre en regard George Heyne et Toni Maraini, qui sont deux figures relativement incomparables, mais qui demeurent quand même rétrospectivement deux espèces de comètes dans cette espèce d'entreprise qui est le cosmopolitisme d'avant-garde, qui essaye de s'opposer à un cosmopolitisme de l'élite, en quelque sorte, du côté de Heyne et de Toni Maraini. Mais ça m'intéresserait d'entendre en deux mots chez chacune, en quoi est-ce que les théories de Heyne ou son effort littéraire pouvaient réellement infuser dans les pratiques visuelles et les pratiques artistiques du groupe, des différents groupes que Francesca, tu connais bien, sachant que dans le cas de Toni Maraini, qui elle était beaucoup plus dans l'ombre que Heyne, évidemment, Heyne était un fer de lance du groupe, alors que Toni était relativement dans l'ombre, entre guillemets, enfin en tout cas, nous on l'a accueilli ici dans un colloque précédent, donc elle a pu nous raconter son expérience, mais j'ai l'impression que dans le cas du Maroc, il y a une fusion, malgré peut-être la position marginale de Toni, une vraie fusion entre théorie et pratique, de manière que les revues deviennent une pure interface de dialogue entre pratique et théorie. Et qu'est-ce que Francesca pourrait dire en regard par rapport à Heyne et son rôle, le rôle pratique et théorique, voilà, tout simplement de ces revues, peut-être si chacune veut dire un mot. Merci. Comment dire, l'apport de l'avant-garde qu'Hénin prônait dans la réalité des expos, c'est une des questions qui s'est posée du moment où on n'a pas vraiment de traces de ces expos. On a les noms des exposants, on n'a pas la liste des tableaux, et même si on a la liste des tableaux, on n'a pas les tableaux. Donc, j'ai réessayé de reconstituer les puzzles, et ce que j'en déduis, c'est que les messages d'Hénin étaient surtout contre l'académisme et contre la position du Salon du Caire, qui était fondamentalement fermé aux artistes égyptiens. Donc on peut avoir des résidents étrangers en Égypte. Je pense à une peintre bulgare qui fait de la peinture post-impressionniste, mais on a aussi Fouad Kamel ou Telmisani qui sont plutôt dans une sorte d'expressionnisme. Donc, c'est une ouverture vers ce que le manifeste de la FIAR y prônait. Donc, la liberté en art à tout prix vers l'art révolutionnaire, dans ce sens-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Dans le cas du Maroc et à travers le travail mené par Toni Maraini, en tant que professeure au sein de l'École des Beaux-Arts, mais aussi théoricienne qui va accompagner les artistes dans toutes leurs manifestations. Ça va être vraiment la plume du groupe. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a ce lien organique avec la création, avec l'histoire des formes sur laquelle elle travaille à zéro en fait. Il faut imaginer que lorsqu'elle arrive à l'École des Beaux-Arts de Casa, c'est intéressant d'ailleurs à ce sujet de noter que sa révision, la révision des cadres d'interprétation, les modes de construction de l'histoire, etc., tout ce travail historiographique véritablement qu'elle met en place, premièrement elle le met en place avec zéro source, ou quasiment aucune, ou très très peu en tout cas.
Et il se fait en fait avant même, il se fait sur le terrain de l'histoire de l'art avant qu'il n'aille vers le terrain de l'histoire ou de la philosophie et de l'épistémologie. Parce qu'on va attendre jusqu'aux années 70 pour avoir l'ouvrage de Larbi, Synthèse sur l'histoire du Maghreb, et puis plus tard la rupture épistémologique théorisée par El Jabri en 95 seulement. Donc c'est vraiment un travail de pionnier et qui est basé sur une concomitance où à la fois entre expérimentation et théorisation, où des fois l'expérimentation prend le dessus, des fois prééminence de la théorie, mais en tout cas dans un cas comme dans l'autre, il y a vraiment une réciprocité et un échange constant. Et ça se fait à travers l'écriture, à travers l'exposition, et puis à travers l'expérimentation au sein des revues. Notamment, on a une planche qui est intéressante à ce propos, où on voit au sein de Souffle, en fait, où les artistes vont même emprunter au langage journalistique. Là, on a Mlehi qui est presque caricatural, en fait, de son travail. Donc les artistes se mettent tout le temps au niveau du support et comprennent la plasticité du support de la revue et la portée qu'elle peut avoir. Évidemment, je pense qu'il y a véritablement une compréhension très pointue en fait de cet enjeu de l'éducation par la forme. Et Toni Marini est très consciente, et même dans son approche, elle est, je ne sais pas si on peut parler d'une approche formaliste, mais en tout cas, clairement, elle est plus intéressée par l'histoire des formes que par quelconque autre discours en fait. D'où ce travail conjoint des artistes et de l'historienne et de la théoricienne, justement, sur des généalogies de formes aussi. Bonjour. Merci aussi beaucoup pour vos 3 interventions. Et j'avais une question, justement, peut-être pour rebondir sur la question de la pédagogie. Ça m'a frappée, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, notamment l'exemple que vous donniez d'une traduction qui se jouait là par la forme, je ne sais plus quelle revue c'est, si c'est intégral. Maghrébart. Voilà, c'est ça. Et en fait, comment en fait la traduction devenait peut-être une sorte de pédagogie en acte à travers une interrogation plastique dans la revue. Et je me demandais s'il y avait eu des textes traduits qui auraient été publiés dans la revue sur des questions de pédagogie, comme ils pouvaient s'en publier à cette époque, c'est-à-dire pédagogie et libération, ou vraiment dans une optique très politique. En fait, je pense aussi à Paulo Freire, ou à ce type de texte qui circulait à cette époque. Vraiment des textes politiques et qui mettaient la pédagogie vraiment au sein d'un projet d'émancipation politique plus large. Pas au sein de Maghrébart, qui est vraiment une revue francophone qui va exister juste en 3 livraisons, mais au sein de Souffle, oui. Souffle qui va exister dans sa version arabophone, Anfas plus tard, mais même dans la première version, il y a des textes en arabe qui vont vraiment juxtaposer les autres textes en français, avec des contenus qui leur sont propres. Et la question de la pédagogie traverse la réflexion au sein de Souffle et d'Intégral. Elle est nommée, elle est discutée, ou de manière directe, ou de manière complètement transversale, à travers, dans le dialogue interartistique, comment faire interagir différentes formes d'expression, que ce soit le manifeste, l'essai critique, ou justement la création graphique, vraiment dans un effort de transdisciplinarité globale, quoi. Je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, dans l'exemple de Maghrébart et de la planche que vous avez citée, là, c'était uniquement en français. Mais il y avait des répercussions du fait que c'était des interrogations de toutes les manières qui étaient portées par différents groupes d'artistes et d'intellectuels. Et au même moment, il y a des revues uniquement arabophones qui sont porteuses des mêmes aspirations. Moi aussi, j'avais une question pour les 2 intervenantes, justement. Merci beaucoup. Ça rejoint un petit peu ce que posait comme question Annabella. Est-ce qu'il y a des interventions d'artistes, est-ce que vous avez trouvé dans le corpus que vous nous présentez, des interventions d'artistes ou d'autres professeurs ou écrivains qui soient invités finalement à se positionner aussi par rapport à ces questions et à rentrer en dialogue sur ces questions de l'art après l'indépendance postcoloniale. Notamment, moi je pense par rapport à la temporalité, est-ce que des gens qui auraient pu être rencontrés dans le cadre du PANAF à Alger, ou est-ce que à l'échelle de la région du Maghreb, mais aussi à l'échelle du continent, est-ce qu'il y a eu une mise en dialogue justement sur ces questionnements formulés sur un art post-colonial au Maroc, dans les revues justement. Dans les revues, d'accord. Oui, moi j'allais plutôt axer sur la circulation des artistes, effectivement. Oui, c'est très présent dans notre corpus de recherche. On peut penser, enfin moi en tout cas, ça me fait directement penser au Festival du Moussem Dassila, dont je vais parler un petit peu en conclusion, et qui là, à ce moment,
précis. En 1978, c'est la première édition, et puis bon, ensuite il y a eu un certain essoufflement, mais en tout cas dans les premières éditions, c'est un moment qui rejoint des artistes afro-américains. Il y a également la présence d'artistes asiatiques, des artistes marocains qui eux vont plutôt se charger de réaliser les fresques murales en relation avec les enfants de la ville d'Assila. Mais en tout cas, c'est un moment où ce genre de questions tricontinentales ou panarabistes, elles vont vraiment prendre un élan particulier et une voie particulière. Après, on peut penser aussi à d'autres circulations d'artistes en général. Mohamed Melehi, notamment, est un assez bon exemple typique de ce genre de circulation. Lui qui a vécu dès sa sortie de l'école des beaux-arts de Tétouan en 1956, je pense, 57, 58 peut-être même, ouais. Qui va aller étudier en Espagne, en Italie, il va rencontrer Tony Marini, et puis il va partir à New York parce qu'il a eu une bourse d'études, où là il va être aussi en contact de toute une avant-garde américaine, et puis pour enfin revenir au Maroc et se lancer dans cette aventure de l'école de Casa. Donc en tout cas, autour de la circulation d'artistes et d'idées, c'est extrêmement présent, et c'est un projet aussi sur lequel on travaille pas mal, d'essayer de restituer ces cartographies qui sont très mouvantes des artistes, des théories, des pratiques et des idées. Oui, dans les revues, c'est aussi très sensible. Par la forme aussi. On a même une icône ici. On a l'image de la révolution, de la cause palestinienne, en tout cas par Melehi, la flamme. Dans Intégral aussi, c'est très présent. Il y a aussi la présence, je pense notamment un article dans Intégral sur l'architecte égyptien Hassan Fati, qui du coup là met en place toute une réflexion sur l'architecture vernaculaire et rurale en Égypte, et qui fait écho vraisemblablement à la situation au Maroc, et puis à toutes les idées développées précédemment dans Maghreb Art autour de la revalorisation d'un art traditionnel et populaire. Ouais. Il y a énormément de corpus. Oui, la Biennale de Bagdad. Oui. Oui, puis Tony Marini, par exemple, dans Intégral, va pouvoir s'appuyer autant sur l'exemple d'un artiste tunisien comme El Hodja que sur l'exemple d'un artiste marocain pour démontrer les mêmes fondements théoriques, les mêmes articulations et les mêmes revendications. Donc il y a vraiment aucune différenciation, en tout cas au niveau du foyer culturel que constitue le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte aussi, en tout cas le Maghreb. Je n'ai pas d'exemple de l'Égypte là. Ce que dit l'intervention de Morad aussi par rapport à ta question, elle est intéressante parce qu'il y a un numéro spécifique d'Intégral qui a été consacré à la Biennale de Bagdad. Et puis, est-ce que dans le même numéro aussi, il fait état de la Biennale de Rabat? Je ne sais plus s'ils font... Non, sans doute pas. Mais en tout cas, il y a un numéro spécial dans Intégral qui traite très très largement de la Biennale de Bagdad, où il y a aussi... ils reproduisent en fait des photographies qui sans doute ont été prises par Mohamed Melehi sur place. Et puis, il y a également un article qui couvre l'exposition. Et dans le même numéro, en fait, on peut trouver le manifeste de la création de l'association de l'AMAP, l'Association marocaine des artistes plasticiens, et comme aussi une volonté de structuration de la scène artistique qui passerait peut-être par la structuration des pays voisins. J'aimerais vous poser une question sur le contexte politique au Maroc, parce qu'en plus, tout ça s'exerce dans ce qu'on a appelé les années de plomb. Et donc, j'aimerais que vous nous donniez quelques éléments sur la manière dont tout cela s'exerce, en conscience quand même qu'un certain nombre d'intellectuels sont arrêtés, mis en prison. Et j'aimerais avoir votre avis aussi sur le rôle peut-être qu'a pu jouer cette dynamique critique et artistique dans le Maroc contemporain d'aujourd'hui, voilà. Mais surtout sur l'environnement politique quand même, parce que vous en parlez pas, et pourtant vous savez qu'il est très prégnant à ce moment-là. Donc je trouve ça d'autant. Il me semble parfois, hier on s'était dit ça, on s'est dit que parfois les espaces de strangulation comme ça, censure, font émerger des pratiques qui. J'ai vu ça récemment encore au Maroc. Il y avait un festival et c'était bouleversant parce que un homme dansait quasiment presque nu et la police tirait un rideau.
Et le public courait après le rideau et la police. Bon, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ils comprennent pas en fait ce qui se passe. Et je trouve que ce qui est génial aussi avec Souffle parfois, c'est qu'ils ont une longueur d'avance constamment, quoi, avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils proposent. Voilà. Je me demande comment s'opérait le rapport aux luttes politiques. Oui, c'est vrai. Pour resituer, c'est vrai que dans l'exemple de Souffle, en tout cas, parce que les dates sont assez parlantes. Souffle qui va se constituer évidemment sur cette conflictualité entre la société civile et politique. L'école des beaux-arts, lorsque Farid Belkaya revient au Maroc en 62, en fait, c'est l'année où le gouvernement marocain va déclarer en fait l'état d'exception. Et le roi va proclamer ou revendiquer une parole unique et univoque qui est la sienne, celle du pouvoir, récupérer en fait tous les mouvements aussi de libération et tous les mouvements progressistes. Et en 65, l'année où sort Maghreb Art, c'est aussi l'année où Ben Barka connaît son destin tragique. Donc les artistes sont évidemment très très empreints et très affectés par tout l'environnement politique où ils se sentent muselés. Et ce qui est intéressant quand je parlais de l'écriture d'une histoire du temps présent, c'est que c'est pas uniquement le fait ou la volonté de certains artistes illuminés ou engagés ou plutôt plus gauchistes que d'autres, c'est qu'il y a une véritable demande sociale pour une histoire critique et contemporaine en fait. Et elle émane du terreau de la société civile et de la jeunesse, pour rebondir aussi sur la question de la jeunesse qui a été abordée par Francesca plus tôt, où véritablement les sociétés civiles se constituent en corps à la fois social mais politique. Ils vont revendiquer une voix propre, s'imposer en tant qu'acteurs d'une culture à la fois artistique et politique, et le lien là est complètement organique entre ces deux territoires. Et après, bon, Souffle connaît le destin qu'on lui connaît à partir de 69. Je ne sais pas si tu voudrais compléter, Maud. Non, c'est assez ça. Bon, peut-être juste rappeler l'arrestation, effectivement, des protagonistes principaux de la revue Souffle en 72, qui correspond au premier coup d'État aussi au Maroc en 71, et puis deuxième coup d'État successif en 72. Donc qui a effectivement connu l'arrestation de Abdelatif Lahabi et puis Abraham Serfati et Mohamed Cheba aussi. Mais vous demandiez aussi le lien au contemporain. Et évidemment, ça c'est inscrit dans l'ADN du champ artistique au Maroc, évidemment, ouais. Aujourd'hui, il y a un musée national, mais en fait, la scène artistique indépendante a toujours existé sans le musée et bien avant, et elle continue à représenter les lieux de légitimation, de monstration, de pédagogie, d'éducation, de... Parce que justement, elle était trop forte, cette société civile. Enfin, voilà. Ouais. Le musée est arrivé parce que justement, cette société civile, elle est extrêmement forte au Maroc. Elle est très forte et peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles le musée a voulu aussi répondre à sa manière à cette contre-force, c'est vrai. Oui, il y a une demande de musée. Juste une toute petite question par rapport à... Parce qu'il y a cette seconde période de Souffle où l'esthétique des couvertures et le shift totalement, se déplace totalement, et vous en avez très peu parlé. Je voulais juste demander si vous pourriez faire le lien. Pourtant, ça se voyait qu'on ne voulait pas, non? Alors, le lien. Tu veux faire le lien? Oui. On peut faire le lien, on peut peut-être rappeler... en fait pour dire que Melehi justement n'a pas... Là on a ces deux planches sont assez parlantes, c'est vrai. Parce qu'au moment où il y a l'engagement en fait pour certaines causes, on a ici Melehi et Cheba à droite, Cheba qui sera arrêté et qui lui va vraiment embrasser la cause idéologique et politique et qui va suivre en fait, qui va poursuivre de 69 jusqu'à la fin de Souffle. Et puis Melehi qui n'adhérera pas au combat, Belkaya non plus, et qui vont prendre des voies différentes. Melehi est à l'initiative d'Intégral notamment, en continuant le même combat amorcé des Maghreb Art en fait. Moi, je vais dire la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Non. Ben, on va s'arrêter là. À bientôt. Merci.